je suis un peu un habitué d'Equinox TV, je connaissais déjà les deux autres studios, je croyais qu'on changeait le décor. C'est un troisième que je découvre, je me demande maintenant combien vous en avez au fait. Ça c'est le bien, et puis après le studio c'est... Non, il te salue d'abord. Bonjour Cabral. Pour les gens qui disent que je ne veux pas parler avec toi, je cause avec toi. Je sais pourquoi il dit ça. J'ai ma voisine au quartier, quand il dit qu'on parlait déjà, il dit que non, quand il veut se faire voir. Donc je suis en train de me faire voir alors. Je conclue en disant que Cabral, ce n'est pas le seul studio. Après ici, non, tu vas encore regrimper. Mais voici l'un des VIP. Okay. Tu vas après ici, tu vas encore grimper. Il y a encore même que 8e niveau. Donc ne te dérange pas. Pour bien confondre ta voisine, je le dis officiellement, tu me serviras de guide. Voilà, et je ne lui donne pas ton numéro parce que je la vois venir. On vous connaît. Allez, il n'y a pas son numéro. Merci Tendance. Nous allons certainement y revenir. Plus besoin de faire une présentation sommaire de Cabral. On s'est partagé entre le droit, le journalisme, la politique désormais et tous les chantiers qui sont en cours. Nous le savons, l'opération 11 millions d'inscrits. La question électorale semble préoccuper au Cameroun. C'est d'ailleurs l'un des axes sur lesquels nous allons porter les échanges de ce jour dans le cadre de cette production. Alors, pour commencer, j'ai envie de savoir justement d'autres membres, ou du moins de nouveaux membres nommés à Elecam, que peut-on entendre de cette nomination? Parce qu'on a également évoqué la question du respect du droit, etc., etc., les questions également de fraude électorale qui sont connues chez nous. Quelle est la lecture sommaire ou l'analyse que vous faites de cette nomination, ou de ces nominations? À titre personnel, et je crois que c'est partagé par le grand nombre, les attentes ont une double déclinaison. Il y a des attentes réalistes et des attentes peut-être irréalistes. Les attentes réalistes sont celles qui sont contenues dans la loi, le code électoral qui organise l'ECAM et qui fixe les attributions des membres des différents segments de cet organisme. Et là, vous parlez des membres du conseil électoral. Leurs attributions sont claires, ils doivent coordonner le travail de l'ECAM. Ils siègent en session et examinent un certain nombre d'orientations et règlent un certain nombre de problèmes qui se posent. Évidemment, la question du télescopage demeure, et ça a créé les problèmes que vous connaissez par le passé entre le conseil électoral et la direction générale des élections. Mais les attentes irréalistes, mais il faut garder espoir, sont celles liées à l'indépendance de l'ECAM, notamment du conseil électoral, parce que les membres qui ont prêté serment, ceux-ci et ceux d'avant, vous les connaissez. Pour certains, elles ont un parcours connu. Anciens militants du RDPC, pour certains, ayant clairement milité par le passé, signé des motions de soutien. Lorsqu'elles occupaient des fonctions administratives, vous les connaissez, les profils sont connus. Certains ont achevé leur carrière aux fonctionnaires au ministère des Sports, d'autres au premier ministère, d'autres au ministère de l'administration territoriale. Et c'est certainement leur fidélité à un système, à un homme et à un parti politique qui leur a valu, pour certains, leur ascension, ce qui n'enlève rien à leurs talents individuels. Est-ce que maintenant qu'ils ont accédé à Elecam par nomination du président de la République, cela consacre leur affranchissement subite? J'attends de voir. Mais toujours est-il que moi je suis de ceux qui pensent que de rester dans son coin et de fonder des espoirs irréalistes sur un certain nombre d'organismes, on utilise les marges qu'on a. On a Elecam. Elecam est le fruit d'un combat qui a été mené par des compatriotes. Avant on avait Onel 1, 2, 3 et puis finalement Elecam 1, 2. Je pense même qu'on a Elecam 3 maintenant. Donc le combat continue, celui de l'indépendance, celui de la transparence électorale. Félicitations à ceux qui ont prêté serment. Je n'en attends pas un tremblement de terre, mais c'est bien déjà que Paul Biya se soit arrimé à la loi, le président de la République, parce que n'oublions pas que ceux qui ont été nommés là l'ont été, alors que ceux qu'ils ont remplacés étaient longtemps arrivés à échéance de leur mandat, on était tombé dans une sorte d'illégalité. Maintenant que le problème là au moins est réglé, Didier Patrice, vous permettez justement dans la suite de ce que Cabral développe. Mais Cabral, on s'est quand même rendu compte, je voudrais que vous nous répondiez clairement. Vous êtes allé aux États-Unis, pratiquement au moment où à Yaoundé, on est en train d'organiser un forum de la diaspora. Vous allez voir d'autres diasporas. Problème de double nationalité, vous allez mobiliser les Camerounais qui ont double nationalité et qui n'interviennent pas. Première chose, est-ce que là-bas, donc, les Camerounais qui s'inscrivent, parce qu'il y en a quand même qui s'inscrivent, est-ce que les CAM est mobilisé là-bas, aux États-Unis où vous étiez? Et je termine par là, ça aussi, qui vous a invité là?
C'est peut-être par là qu'il fallait commencer, parce que si on a cette réponse-là, on a la réponse de la suite. D'abord, il y avait effectivement un forum de la diaspora. Je suis parti après que le forum a été achevé. Je suis parti le 5 juillet, je pense que le forum était déjà achevé. Puis de toute façon, je ne participais pas au forum. C'était le forum organisé par le ministère des Relations extérieures. Et vous connaissez toute la controverse qui a d'ailleurs entouré ce forum, parce que beaucoup de membres de la diaspora ne s'y reconnaissaient pas. D'aucuns d'ailleurs estimaient que c'était un forum qui avait été organisé en résonance à un autre qui aurait dû se tenir d'abord au Burkina Faso puis en Côte d'Ivoire et qui finalement ne s'est pas tenu, dit-on, sous la pression des autorités camerounaises. Je sais qu'il devait se tenir parce que moi j'y avais été invité. Malheureusement ça a été annulé. Je suis allé aux États-Unis à l'invitation d'un compatriote, autour de qui il y avait d'autres compatriotes. Monsieur Jules Harry Mananga, son nom est devenu... il est devenu très célèbre maintenant. D'aucuns ont découvert qu'il est membre de la DGRE, d'autres membres des services secrets, pour d'autres. D'ailleurs, j'ai cru lire aussi quelque part que de sources sûres, j'étais transporteur de beaucoup de mallettes d'argent en dollars et en euros pour aller distribuer donc à la diaspora. Ce qui est donc antinomique avec ce que vous dites. Parce que s'il y a du côté de la diaspora pas suffisamment de Camerounais qui peuvent influencer le vote, je me demande bien pourquoi Paul Biya me confierait des mallettes d'argent que j'irai distribuer à des gens qui ne comptent, dont le vote ne compte que pour du beurre. Je trouve ça un peu paradoxal. Donc j'y ai été invité par ces compatriotes-là qui ont été touchés par l'opération qui a commencé au Cameroun depuis fin mai. Parce qu'on parle beaucoup de l'opération 11 millions d'inscrits aujourd'hui, comme si c'était une opération qui se déroulait depuis 10 ans. Je rappelle que cette opération a été lancée en fin mai. La toute première opération ponctuelle sur le terrain a eu lieu dans la ville de Douala. C'était Ange Raphaël, je crois, c'était le 27 mai, si mes souvenirs sont bons. Donc, l'opération a connu un certain retentissement grâce aux jeunes Camerounais qui se mobilisent partout sur le territoire national. Ça a provoqué un frémissement dans les inscriptions et les compatriotes de la diaspora s'y sont lancés également. Parce que là, vous parlez des États-Unis, mais j'espère que si vous fréquentez les réseaux sociaux, vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu en Afrique du Sud, une grande réunion. Vous avez vu la mobilisation en France, qui a d'ailleurs failli déboucher sur un soulèvement, parce que le jour où les compatriotes de la France, qui travaillent pour le compte de l'opération 11 millions d'inscrits, avaient fixé la date, en fait, le jour qui avait été arrêté avec l'ambassade, a été modifié, parce que ce jour-là, il y avait une réunion du RDPC. J'ai d'ailleurs dû leur dire, écoutez, on n'est pas là pour la guerre, reprogrammons ce qui a été fait. Vous avez vu les images des Émirats Arabes Unis, vous avez vu les images du Canada. Les compatriotes se mobilisent partout. Mais pour répondre spécifiquement, si vous permettez, je voudrais répondre, est-ce qu'il y a suffisamment de Camerounais aux États-Unis qui votent? Je vous réponds oui. Je pensais comme vous d'ailleurs au moment où j'accepte, parce que c'est une invitation qui m'a été adressée, mes frais de visa ont été payés par ce compatriote-là, le billet d'avion a été payé par ce compatriote-là. C'est des choses que je peux prouver parce que le billet d'avion qui a été acheté à l'entreprise Expedia qui est à Washington DC, je l'ai, il m'a été envoyé par mail, vous pouvez consulter. Les frais de visa qui s'élèvent à 250 000 m'ont été envoyés par Western Union, dont je peux vous donner le Western Union. Donc j'y suis allé parce que eux ils ont estimé que cette opération y avait aussi toute sa place. D'ailleurs ils m'avaient convaincu en me disant que il y a un nombre impressionnant de Camerounais aux États-Unis que vous ne soupçonnez pas. Certes, il y en a qui ont déjà la nationalité américaine, ceux qui sont établis là-bas depuis plusieurs années. Mais vous savez que même lorsqu'on a eu la green card, en fait, on a la nationalité au bout d'un certain temps. On a une période de probation, puis au bout de 10 ans, on a la nationalité. Parce qu'après la période de probation, on peut revenir dans son pays d'origine. Et j'ai vu des Camerounais qui étaient mobilisés et qui me disaient tous, nous, on n'a pas la nationalité et nous n'avons même pas l'intention de l'avoir parce que nous voulons rentrer au Cameroun. Nous sommes ici pour nous battre parce qu'au Cameroun, c'était difficile. Nous voulons nous inscrire. J'espère que vous avez vu les images de la réunion publique qui s'est tenue à l'hôtel Sheraton du Maryland, où on avait réservé 150 places. Il y en a eu plus, puis il y en avait qui étaient debout. Mais à moins que vous me disiez que tous ces Camerounais qui étaient là. Mais je pense que ça a été diffusé sur Internet d'ailleurs, cet échange. Et vous avez vu tous ces Camerounais qui prenaient la parole et qui vous disaient à chaque fois, moi je suis Camerounais et je veux voter. Mais c'est une bonne chose justement que vous reveniez sur tout ce que vous avez fait lors de votre séjour en terre américaine. Parce que sur les réseaux sociaux justement, il faut le dire que vous avez subi pas mal de foudre quand même de la part des internautes et surtout même des hommes politiques. Moi je me rappelle d'une sortie de Paul Eric King qui a trouvé que vous
vous êtes en train de faire de la démagogie, ce sont ces mots. Qu'est-ce que vous pouvez y répondre? Et puis, justement, pendant votre séjour en terre américaine, on a quand même eu... je ne sais pas, un certain malaise au vu des premières images qui ont été diffusées à votre intention, notamment ces peignoirs qui portaient vos initiales, qui ont été très très mal perçus de la part de beaucoup d'internautes. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était quoi le message que vous vouliez véhiculer justement? Alors le message était rattaché, commençons par l'image du peignoir. Tout à fait. Puisque celle-là vous a choqué. Je précise que cette image a été publiée par moi-même, c'était sur mon compte personnel. Et lorsque je suis arrivé aux États-Unis, en fait, je ne soupçonnais pas le niveau d'accueil qui m'était réservé. Donc, je me suis rendu compte que mes compatriotes là-bas ont mis, selon l'expression consacrée, les petits plats dans les grands. On vous a accusé de snobisme, d'exhibitionnisme. Oui, mais alors, ce que vous ne savez pas, mais vous devez le savoir, c'est que ceux qui m'accusaient de snobisme sont les mêmes qui publiaient sur les mêmes réseaux sociaux il y a 1 ou 2 mois que je portais les mêmes habits sur les plateaux de télévision. Et ils disaient, ben voilà, celui-là, il veut être président, alors que je ne l'ai jamais dit encore, jusqu'à ce jour. Tout à fait. Il veut être président, mais avec les mêmes chemises avec lesquelles il défile sur les plateaux de télé. Ils sont allés filmer ma vieille voiture, disant voilà le vieux truc dans lequel il roule, il veut remplacer Paul Biya. Il n'a pas un copec dans sa poche, c'est un bandit, c'est un voyou. Alors, pour une fois donc que j'arrive aux États-Unis et que d'autres compatriotes, eux, se comportent différemment, c'est-à-dire ne se comptent, ayant certainement fait peut-être le même constat que je m'habillais en guenille tout le temps sur des plateaux de télé, ils ont donc décidé, eux, de m'accorder ces petites attentions. J'ai trouvé qu'ils avaient, mais je n'ai même pas tout posté à la vérité. J'ai trouvé qu'ils avaient fait. Bon, c'est vrai que vu des États-Unis, en fait, c'était signifiant. À la vérité, c'est un pays où floquer. Et il me semble même qu'au Cameroun, floquer son nom sur un peignoir, c'est quelque chose, il me semble que le premier tisserand du coin de la rue, vous le faites. Ça coûte rien. Sauf que ça ne coûte strictement rien au Cameroun. Donc je voudrais savoir pourquoi mon nom floqué sur un peignoir, le peignoir lui-même au Cameroun, il me semble que le peignoir coûte autour de 5 000 francs ou 6 000 francs. Moi, j'en ai jamais acheté, mais après ça, j'ai dû aller chercher le prix. Donc, si le peignoir, disons même que le peignoir coûte 10 000, bon, 20 000 même, au Cameroun, et que floquer le peignoir, mon nom là-dessus, coûte 5 000. Ça veut dire que c'est 25 000. En dollars, ça fait 10 dollars, je crois. Bon, alors, voilà donc quelque chose qui a coûté environ 10 dollars aux États-Unis et qui fait, moi en postant le peignoir, je voulais juste partager l'émotion qui était la mienne de voir des gens qui se mobilisent pour m'accueillir. Ils ne se sont pas contentés de m'acheter un billet d'avion et tout le reste et de préparer mon logement, mais ils m'ont même fait des peignoirs. Alors, je me suis dit, mais tiens, il y avait même des tasses, j'espère que vous avez vu. En fait, ils ont fait plusieurs petits gadgets comme ça pour m'honorer. Donc moi j'ai trouvé, j'avais mis en bas de la photo, ils se sont préparés à m'accueillir. C'était ça le message. Oui, c'est l'affirmation de Paul-Éric Kinguet, justement. Sauf que ceux qui ont relayé la photo ont enlevé le message que j'avais mis au bas de ma photo pour l'utiliser à d'autres fins. Maintenant, le message de Paul-Éric, ou la sortie de Paul-Éric Kinguet. Bon, écoutez, moi je respecte tous les hommes politiques, notamment les transfuges du RDPC. Et après, il en est un. Oui, mais il me semble qu'il n'était pas maire de RDPC ou de l'UNDP. Et bon, je ne sais pas si en termes de démagogie, le RDPC n'en est pas le berceau. Mais maintenant qu'il est devenu peut-être fracture à la démagogie après sa sortie de prison, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quand on se retrouve en prison par ses anciens camarades, on peut peut-être sa façon à lui de retrouver ou de changer, tant mieux. En fait, on reste de bons amis. Mais l'affirmation de démagogie tient à quoi? À ce que j'ai lancé l'opération 11 millions d'inscrits. Qui est utopique selon lui. Ils pensent que c'est utopique. Alors, est-ce que le chiffre de 11 millions d'inscrits est faux? Je ne suis pas magicien pour fixer des chiffres. Je vous renvoie à un texte qui est public. Lisez les publications de Cameroun Tribune. Le 1er septembre 2016, c'est-à-dire le lendemain de la clôture des inscriptions, le 31 août 2016, c'est-à-dire il y a pratiquement un an, Cameroun Tribune avait publié un article qui renseignait sur le nombre d'inscrits. En fait, Cameroun Tribune relayait la conférence de presse donnée par Eleka. Et cet article, que j'ai refait circuler récemment, disait qu'il y avait 6 336 000 inscrits au 31 août 2016, et que la population en âge de voter
selon les statistiques données par l'Institut national de la statistique, oscillait entre 13 et 14 millions. Maintenant, si vous rentrez dans les chiffres du BUCREP, parce que les gens bavardent, c'est des organismes qui existent. Le BUCREP, c'est le bureau de recensement de la population du Cameroun, qui nous disait, pour ceux qui avaient été, moi j'aime toujours donner des documents qui existent, parce que quand moi je vais chercher des documents, c'est pas seulement pour les empiler chez moi, c'est pour les consulter. Si vous prenez le document qui avait été distribué à Promote en 2015 par le BUCREP, ce document disait que la population camerounaise était de 25 millions au 1er janvier 2015. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous serions autour de 26 millions. Et eux-mêmes, ils estiment que la population âgée de moins de 50 ans se situe autour de 70%. La population camerounaise. Et c'est eux-mêmes qui établissent que la population en âge de voter, elle-même, eux aussi pensent qu'elle oscillerait entre 13 et 14 millions. Moi, je n'ai donc pas pris le plafond des estimations des organismes agréés. J'ai pris un chiffre qui, de mon point de vue, paraissait plus réaliste sur la base d'une autre analyse. C'est qu'à l'élection présidentielle de 2011, il y avait 7,5 millions d'inscrits. Nous étions 20 millions par là, en 2011, parce que les chiffres du recensement, publié en 2010, le recensement fait en 2005, faisait état de ce qu'on était 19 800 000 Camerounais. En 2011, on était donc autour de 20 millions. 7,5 millions de 20 millions, c'est à peu près le tiers. C'est un peu moins du tiers. Compte tenu du pourcentage de croissance démographique, qui est de 3,1%, bon, d'aucuns disent 2,9, d'autres 3,1. C'est toujours les mêmes organismes qui donnent. L'INS dit 2,9, le CREP dit 3,1. Si vous faites la péréquation, vous vous rendez bien compte que si vous voulez trouver un chiffre qui est un peu moins du tiers ou un peu plus du tiers de 26-27 millions aujourd'hui, c'est 11 millions. 11 millions. Donc je ne crée rien, je ne fabrique rien. Je tire ça. Je ne suis même pas aussi optimiste que l'INS ou le BUCREP, qui sont des organismes agréés. Je parle de 11 millions. D'où vient-il que moi, on vienne me traiter de démagogue alors que je m'inspire simplement des données qui sont à la disposition de tout le monde? On comprendrait véritablement que c'est un manque d'inspiration. Je reviens à votre séjour. Concrètement, vous nous avez dit, c'est à l'invitation d'un Camerounais qui vous a connu d'ailleurs, qui est devenu célèbre opérateur grâce à vous. Oui. Mais qu'avez-vous fait, célèbre aux États-Unis, connu pratiquement par tous les Camerounais. Qu'avez-vous fait? Quelles ont été les conclusions? Parce qu'à un moment donné, vous êtes traité d'agent de la DGRE, à un moment donné, vous êtes traité d'espion, à un moment donné, on a fait circuler comme quoi que vous abandonnez votre rêve de devenir président de la République pour postuler au poste de député d'un élu de la nation. Finalement, qu'avez-vous fait? Quelles ont été les conclusions de ce séjour? Ok. J'y suis allé pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'un compatriote vous a invité. Viens aux États-Unis. Les Camerounais qui sont ici sont sensibles au message et à ce qui se fait au Cameroun. Eux aussi, ils veulent échanger avec toi, un peu comme tu le fais partout dans le Cameroun. Parce que d'aucuns ont dit que j'ai abandonné le Cameroun pour aller aux États-Unis. Si je me rends aux États-Unis le 5 juillet pour une opération qui a commencé en mai, ça veut dire que j'ai quand même déjà ratissé le Cameroun pendant près d'1 mois et demi avant d'aller passer une dizaine de jours aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs moi qui ai fixé cette date parce que je ne voulais pas que ce soit après, c'est-à-dire maintenant. Je suis allé donc pour échanger avec les Camerounais. Cet objectif a été atteint. J'ai pu moi-même vérifier que beaucoup de Camerounais s'intéressaient à la politique au Cameroun et voulaient participer. Je dormais pratiquement 2 heures par nuit parce que vous savez, aux États-Unis, les gens travaillent toute la journée et c'est la nuit qu'on se retrouvait. Et beaucoup de communautés se déplaçaient d'ailleurs elles-mêmes. Moi, je ne pouvais pas circuler toujours. Se déplaçaient pour venir vers moi pour qu'on discute. Des francophones comme des anglophones. Vous vous doutez bien qu'aux États-Unis, il y a une forte communauté anglophone. Et on discutait sur les écueils. D'aucuns exprimaient des doutes sur 11 millions. D'autres me demandaient, mais comment ça va se passer? Comment on peut s'en sortir? Ça, je leur ai dit, vous pouvez vous inscrire. Maintenant, est-ce qu'ils se sont inscrits? Qui devait s'inscrire? Les Camerounais n'ayant pas de papier ou les Camerounais ayant la double jouissance de la double nationalité? Non, les Camerounais n'ayant pas encore la l'autre nationalité. C'est à combien? En tout cas, ceux-là, la plupart de ceux qui venaient vers moi sont ceux qui n'avaient que la nationalité camerounaise. Parce que beaucoup de ceux qui ont déjà la double nationalité étaient conscients de ce que ça ne servait, ça ne les concernait plus véritablement. Mais même à eux, j'ai adressé le message. Donc, j'ai rencontré beaucoup de Camerounais qui n'avaient pas encore la nationalité et qui voulaient s'inscrire. La question, c'est est-ce qu'ils vont s'inscrire?
beaucoup, en tout cas tous pratiquement, m'ont dit, quand on discute, on est convaincu, on va s'inscrire. Ils m'ont d'ailleurs mandaté pendant que j'étais aux États-Unis d'aller donc m'enquérir des conditionnalités d'inscription au niveau de l'ambassade. Oui. Je suis allé à l'ambassade. Et comment? J'ai d'abord appelé à l'ambassade par le numéro qu'il y a dans le site. Ils m'ont dit que pour entrer dans l'ambassade, il faut adresser une audience à l'ambassade. Je leur ai demandé comment, ils m'ont dit par Internet. J'ai envoyé la demande par Internet. Au bout de 6-7 jours, je me suis fatigué d'attendre. J'ai à nouveau appelé. On m'a dit qu'il faut toujours attendre. J'ai dû recourir de façon informelle par un proche de l'ambassadeur oui. qui a donc, excusez-moi, réussi à nous décrocher un rendez-vous. Il est venu me chercher. Nous y sommes allés. Sauf que le jour où nous sommes arrivés à l'ambassade, il n'y avait pas d'ambassadeur parce que, semblait-il, il y avait une assise à l'ONU sur la Goa, je ne sais plus trop, où il était parti. Je me suis donc renseigné, on m'a même dit que de toute façon au niveau de l'ambassade, c'est le consul qui s'en occupe. Monsieur Binzi, il s'appelle. Sauf que ce jour-là, Monsieur Binzi n'était pas là. Donc, ni Monsieur Mondo, ni Monsieur Binzi, aucun d'eux. Son téléphone même ne passait pas. J'ai donc demandé à être conduit au moins dans les services du consulat pour m'enquérir quand même au moins si on s'inscrivait là-bas. La jeune fille qui a voulu commencer à me donner l'information a dû être... je préfère ne pas vous raconter la scène, mais elle s'est interrompue rapidement et elle m'a dit que de toute façon elle n'en savait rien. Je leur ai demandé que de toute façon, si on s'inscrit ici, vous voyez quand même des gens entrer au moins. Elle m'a dit qu'elle n'en savait rien, il fallait attendre M. Binzi. Évidemment, j'ai appelé en vain M. Binzi et je n'ai pas pu l'avoir. J'ai quand même noté que sur une porte, il y avait écrit room, registration room, et les camps. Ok, ça m'a réjoui, ça veut dire qu'il y a quand même un dispositif qui est fait. Mais après petit renseignement, on m'a dit que la dernière inscription là-bas a eu lieu en 2014. Donc de toute façon, vous parlez bien de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Oui. D'accord. Ce qui n'est pas mal, il reste encore 30 jours. Donc je leur ai laissé le message de prendre quand même des dispositions, ce d'autant plus que le proche de l'ambassadeur qui m'y accompagnait disait que de toute façon, il n'y a pas de façon de s'inscrire, il faut avoir sa carte consulaire pour s'inscrire, comme ça se fait dans toutes les ambassades. Donc il y a donc beaucoup de Camerounais qui n'avaient pas encore de carte consulaire et qui m'ont quand même demandé d'intercéder auprès des autorités des relations extérieures pour que les délais de délivrance de carte consulaire soient courts. Parce que souvent ça prend 2 mois. Donc si on veut qu'ils s'inscrivent, pour ceux qui n'ont pas encore de carte consulaire pour 2017, il faut réduire les délais. Sinon, et la proportion des Camerounais aux États-Unis que vous avez rencontrés n'ayant pas la nationalité peut se chiffrer dans l'ordre combien de pourcents? J'ai rencontré aux États-Unis près de 1000 personnes. 1000 personnes? Près de 1000 personnes. En y intégrant ceux qui sont venus à la réunion publique, qui pour la plupart me rencontraient pour la première fois, et ils étaient de toutes les strates. J'ai rencontré des compatriotes qui travaillent au FMI, qui travaillent à la Banque mondiale, qui sont même, pour certains, ça c'est pour ceux qui ont déjà la nationalité, dans l'armée américaine, et puis des gars qui se battent dans tous les domaines aux États-Unis. Alors j'étais vraiment étonné. Le fin mot de leur doléance, c'était lesquels? Peut-être les 5 grands axes qui tournaient tout autour de leur doléance. Non, eux, ils souhaitaient simplement s'inscrire. Ils souhaitaient s'inscrire. Beaucoup étaient dans le doute. Vous savez, c'est exact. Les Camerounais ne sont pas différents qu'ils soient ici ou là-bas. Quand je fais, vous savez que depuis 2 mois, je passe le temps à voyager dans le Cameroun pour essayer de convaincre les compatriotes. Les mêmes doutes, comme m'exprime à Douala ou à Bertois, sont exactement les mêmes que les Camerounais expriment là-bas. Ils sont portés vers le changement. Ils sont portés vers le changement. Pour ceux-là que j'ai rencontrés, ils sont portés vers le changement. Je vais même vous étonner. Comment vous expliquer que pour une réunion publique qui a lieu au Maryland, que des compatriotes payent le billet d'avion? Vous savez, les États-Unis, c'est loin. En fait, c'est très vaste. Il y en a qui payaient le billet d'avion pour 3 heures, 4 heures de vol et qui prenaient la chambre dans cet hôtel juste pour assister à cette réunion publique. Je les paye, en fait. Sauf, comme on dit, que j'étais transporteur de mallettes d'argent. Mais avant de mettre... Si vous permettez, parce qu'il a dit une chose. Allez-y, Karbal. J'ai lu aussi dans les réseaux sociaux que subitement j'étais devenu un agent de la DGRE. Et figurez-vous que ceux qui le disaient sont, pour certains, des gens qui m'ont déjà invité, ces hommes politiques. Parce que certains, quand je me vois dans les réseaux sociaux, ils s'affichent comme étant les militants globalement du MRC et d'autres partis d'opposition. Mais ce qui est curieux, c'est que je découvre qu'ils ont un tas d'informations sur moi, aussi accablantes.
Mais il y a à peine un an, tous m'invitaient, d'ailleurs moins, tous m'invitaient dans leurs événements, dans leurs réunions. Et d'ailleurs, il me souvient qu'il y a un an, un parti politique, le MRC notamment, avait publié partout que j'étais devenu leur militant et que c'était quelque chose d'incroyable et qu'il fallait que tous les jeunes suivent mon exemple. Mais comme j'ai démenti cette information, je suis subitement devenu un agent de la DGRE. Je travaille désormais pour Paul Biya. Et Paul Biya me donne beaucoup d'argent que je distribue au Cameroun. Nous allons certainement y revenir parce qu'il y a eu tellement de propos vous concernant, vous accablant forcément. Donc ces propos-là sur la toile. Comment comprendre pourquoi un tel acharnement sur la personne Cabral Libye? Et n'oublie pas de donner la parole à mon guide. Oui, je ne manquerai pas. Est-ce qu'il y a, vous avez l'impression que vous subissez une injustice ou alors tout simplement que les gens ne comprennent pas le bien fondé de l'action que vous avez entreprise? Alors, moi je voudrais que vous me disiez, vous avez le recul nécessaire. Je suis un Camerounais de 37 ans. J'estime qu'il y a très peu de Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales à un an de 4 scrutins. Je décide donc d'initier quelque chose pour que ça change. Je commence cette chose et au moment où je la commence, tout le monde se moque de moi. Et en fait, quand on se moque de moi, on insulte les Camerounais. Parce qu'on me dit, tu racontes ta vie. On aime bien quand tu bavardes à la télé. Mais tu vas voir, quand tu vas mobiliser les Camerounais, personne ne va te suivre. Les jeunes, personne ne va te suivre. Si tu ne leur donnes pas de l'argent, ils ne vont pas te suivre. Ce sont ces mêmes hommes politiques qui m'insultent, qui me le disaient. Et curieusement, les Camerounais commencent à écouter le message, commencent à se mobiliser. Et puis, subitement, je deviens la cible de beaucoup d'attaques. Alors, vous qui avez du recul, dites-moi, parce que depuis, je cherche ce que j'ai fait de mal. Juste en disant aux Camerounais, inscrivons-nous sur les listes électorales. De surcroît, je ne suis encore membre d'aucun parti politique. Je ne suis encore candidat à rien du tout. Donc, a priori, ces personnes qui s'inscriraient voteraient pour tout autre candidat ou tout autre parti. Les arguments qui sont évoqués, c'est que il ne doit pas vous demander de vous inscrire parce que il est agent double. Il travaille pour le RDPC. Mais les mêmes vous disent que Paul Biya ne veut pas d'électeurs pour gagner les élections. Mais vous disent que maintenant Paul Biya veut désormais les électeurs pour légitimer son élection. Paul Biya est réélu depuis 1992. A-t-il eu besoin de beaucoup d'électeurs pour être réélu à chaque fois? Allez, attendez, Cabral, oui. On dit, il faut qu'on avance. Écoutez, vous m'arrêtez comme vous voulez, parce que allez-y, ça c'est très important. Oui. Après, ils vous disent, non, tout ça c'est rien. D'ailleurs, je vois des élus qui disent tout ça c'est rien. Il faut mener le combat du code électoral. D'abord, je ne leur ai pas interdit, eux, de lancer aussi une opération code électoral que moi je m'engage à suivre. Parce qu'ils estiment qu'ils ont le monopole de la lutte pour la révision du code électoral. Mais dites-moi, en quoi lutter pour la révision du code électoral empêche les inscriptions? D'ailleurs, ça s'arrête le 31 août. Qu'est-ce que ça coûte de lancer donc une vaste campagne? Ceux qui demandent ça sont de très grands hommes politiques. Ils sont ici à Douala, ils ont toujours gagné toutes les élections. Et ils sont très populaires. Qu'est-ce que ça leur coûte donc de lancer dès le 1er septembre une très grande opération qui aurait le même retentissement? Nous sommes venus par les contrats. Retour sur ce plateau. Merci de nous retrouver également. Et le panel avec notre invité Cabral qui reste avec nous. Megui, nous avons certainement reçu quelques messages. Oui, beaucoup d'ailleurs. Donc on a ce message à l'intention de Cabral Libye. Cabral, à quand notre parti politique? Nous sommes impatients, cher président. Nous en sommes encore aux inscriptions. Chaque chose en son temps. Voilà, monsieur Cabral Libye, tenez bon. Les gens tapis dans l'ombre ont peur du changement. On réduit déjà les chiffres des inscriptions. Non, mais si vous permettez, sur la question des inscriptions, puisque ça c'est intimement lié au code électoral. Beaucoup de gens qui n'ont pas lu le code électoral parlent de sa révision. Moi, je l'ai lu. Et je sais que dans ce code électoral, il est prévu l'installation en chaque début d'année des commissions d'inscription sur les listes électorales dans chaque antenne et les camps. Il y en a 360 au Cameroun. Ces commissions sont composées de représentants de l'administration, de la magistrature et de tous les représentants des partis politiques présents dans la circonscription en question. Vous vous doutez bien que si les partis d'opposition là, qui appellent tous à la révision du code seulement, fait, pas tous, certains qui jacassent, s'ils s'étaient impliqués à l'installation de ces commissions d'inscription dans chaque antenne de l'ECAM, ils auraient donc participé aux opérations d'inscription avec l'ECAM. On n'attendrait pas
Aujourd'hui, que ce soit l'ECAM central qui nous donne les chiffres, eux-mêmes pourraient les donner. Mais comme les inscriptions, ça ne les intéresse pas. C'est les élections qui les intéressent. Ils vont bientôt commencer à tous parader et à vous dire qu'ils veulent s'inscrire, alors qu'ils disent à ceux qui s'inscrivent qu'ils sont idiots. Vous avez suivi un très respectable homme politique d'ici, qui a traité, de la ville de Douala, qui a traité tous les jeunes qui participent à 11 millions d'idiots. Il me semble que lui-même a souvent été élu, non pas par des singes, mais par des électeurs. Il a d'ailleurs l'intention d'être élu encore, mais il traite d'idiots aussi qui s'inscrivent pour les lire et aller comprendre à quoi tout ça peut. Il y a quand même un paradoxe, pour rester sur le même sujet, il y a un paradoxe, avec la variance qu'il y a au niveau du nombre d'inscrits. Si au rendu au soir, on estime que nous sommes à moins de 6 millions d'inscrits, ou peut-être même à 6,1 ou 5 000 même, parce qu'à la d'inscrits. Alors, quelle sera l'attitude avec toute cette forte mobilisation qui a été faite? Tout cela peut être démantelé. C'est pour ça que ceux qui sont en train de s'inscrire, je leur demande de conserver par devers eux leur récépissé. Quand vous vous inscrivez, on vous donne un récépissé. C'est un droit, puisque c'est inscrit dans la loi. Ouais. Et le moment venu, on verra comment on ne nous donnera pas de carte à ceux qui sont inscrits. Moi, je n'attends pas. Vous savez, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une course vers les chiffres. Ce qui importe dans cette opération, c'est le retour de la conscience citoyenne et démocratique. Mon problème, ce n'est pas qu'on me dise tous les jours, il y a eu un bond de 3 millions d'inscrits. Non, ce n'est pas le gonflement des chiffres. C'est que la conscience revienne. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on peut gagner une élection même avec 3 millions d'inscrits seulement. Le débat, ça c'est des débats qu'on fera le moment venu. Mais pour le moment, il faut que les Camerounais comprennent qu'ils doivent se mobiliser. Absolument. Et que par leur mobilisation, le changement qu'ils veulent peut arriver. Merci Megui de poursuivre avec le dernier message en attendant que nous revenions dessus. Voilà Joe qui écrit, j'aimerais savoir si c'est les incursions sur les inscriptions pardon, sur les listes électorales qui vont changer la situation du pays, puisqu'on a fait on a affaire à un système qui est bien organisé et on n'a pas de partis d'opposition, mais des partis proches du pouvoir. Comment nos inscrits pourraient justement changer quelque chose? Non, les inscriptions créent des conditions d'expression de la volonté populaire. Si tous les inscrits à un moment ne veulent pas que les choses changent, ils votent pour le système qui est en place et rien ne change. En revanche, s'ils votent pour autre chose ou pour autre personne, ça change. Mais je comprends la question. Tous les partis d'opposition ne sont pas proches du pouvoir. Mais figurez-vous, madame, que quand je dis que 2018 est historique, ce n'est pas seulement parce qu'il y a 4 scrutins. C'est aussi grâce à ce code électoral. Savez-vous qu'en dehors de la candidature indépendante qui est un peu compliquée, seuls les partis qui ont actuellement des élus pourront investir des candidats. Ça veut dire qu'il y en a une douzaine. Ça veut dire que contrairement aux années précédentes, nous n'aurons que 12 candidats ou 13. 13 candidats, oui. On ne pourra plus fabriquer des candidats d'apparat pour être 25 ou 30. Ça aussi, c'est un rendez-vous historique. Imaginez un seul instant que la moitié des 12 décident de se mettre ensemble dès maintenant pour dire au peuple, en dehors des anciens là, qui eux veulent absolument accompagner leurs congénères, nous, on se met ensemble. Ça enverrait un signal incroyable à l'adresse de la population et l'inquiétude de cette personne qui écrit trouverait une solution. Et moi, je le dis solennellement, s'il y a aujourd'hui une démarche consensuelle, je suis prêt à l'accompagner. Oui. Merci. Dans le cas où il n'y a pas élection, on va prendre la question de tendance payée. Il y aura forcément élection. Nous allons prendre la question et également la préoccupation de tendance payée. Qui est d'ailleurs la collaboratrice de Cabral Libye. Bon, il a fallu que mon bon frère direct, Cabral Libye, te demande de me passer la parole parce que tu me parles. Alors, regardez le meilleur pour la parole. Et le meilleur, c'est pour toi, ma chère. Je sais que Cabral, les gens m'ont dit que je racole. Oh, quand je racole, c'est mon bon. Son épouse, c'est ma soeur, même père, même mère. Cabral, je mens. Non. Je ne manque pas. Maintenant, j'ai ma question que je vais te poser. Que tu as d'abord parlé en gros français, je n'ai pas compris, mon père. Tu as dit que quand tu as commencé, les gens t'ont traité de cercle, ou c'est ténélogue, ou c'est... Un bon mot en français. Démagogue. Démagogue. Pardon, explique-moi un bon français, je comprends. Faire de la politique. C'est-à-dire que je raconte du n'importe quoi, des bobards. Faire de la politique de bas étage. Le mot démagogue, c'est il va commencer à parler comme me couper au quartier. C'est-à-dire je séduis par le mensonge. Voilà, une fille me tente de me dire que tu es une démagogue. Démagogue. Une fois. Démagogue. Une fille me tente. Je l'insulte seulement démagogue. Tu fais de la démagogie. Tu fais de la démagogie. Démagogie. Tu fais de la démagogie. C'est comme ça maintenant. Merci, Tendance. Merci. On va apprendre. Absolument. Allez, il fallait pas la musique. Il voulait juste des précisions dans des terminologies. C'est vrai que là encore c'est compliqué. Vous avez compris ce que vous avez compris ce que j'ai dit. Merci, chers tous. Allez, on revient sur ce plateau. Nous allons remercier Cabral d'être venu partager et surtout échanger avec nous. Il est revenu notamment sur son expédition
au pays de l'oncle Sam, qui a également suscité beaucoup de controverses sur la toile. Oui, je vais vous prendre ce mot de fin. Et il nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui, on y reviendra certainement. Alors, Cabral, le mot de fin, finalement, ce sera quoi? Non, c'est juste pour dire à tous les compatriotes qui nous écoutent qu'au-delà de l'opération et des opérations ponctuelles que nous faisons dans les lieux publics, les carrefours et autres, il faut savoir qu'il y a 360 arrondissements au Cameroun et que chacun de ces arrondissements est doté d'une antenne Elecam. Donc, vous pouvez certes vous rendre sous les tentes qui sont installées un peu partout pour vous inscrire, mais dans votre arrondissement, dans votre commune, il y a une antenne. Mes équipes, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, publient au quotidien les points de localisation de ces antennes. Donc l'objectif, chers citoyens, c'est que vous puissiez sortir de chez vous, vous rendre à l'antenne Elecam qui est dans votre circonscription de résidence et que vous vous inscriviez par vous-même. Moi, je crois au changement par l'élection. Le moment vient où on s'en parle, mais je vous assure, si vous vous inscrivez massivement, vous votez massivement, vous surveillez massivement votre vote, personne ne peut travestir la volonté populaire. Jusqu'ici, ça a été possible parce que nous avons abandonné. N'écoutez pas tout ce qui raconte tout et n'importe quoi, que ce soit sur ma personne ou sur l'opération. C'est ça aussi la politique au Cameroun, les égoïsmes, les jalousies et les histoires incongruentes. Merci, mon cher